Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez dense, le monde des soins infirmiers, vu à travers plusieurs recherches. Oui, bonjour. On va essayer de décortiquer ensemble un bon paquet d'études, en fait. Elles viennent d'un peu partout. Différents pays, différents services hôpitaux, soins de longue durée, urgences. Et même pendant la pandémie, j'imagine. Exactement. Et l'idée, c'est de voir ce qui ressort de tout ça. Qu'est-ce qui pèse sur les infirmières, les infirmiers, et qu'est-ce qui, au contraire, les aide à tenir. C'est ça. Qu'est-ce qui soutient et qu'est-ce qui use? On va essayer de démêler ça. Alors, premier constat qui saute aux yeux dans ces lectures, c'est la charge. Énorme. Ah oui, ça c'est clair. On parle de travail émotionnel très intense. La surcharge de travail, bien sûr, les dilemmes éthiques constants. Et même la violence, c'est mentionné. Tout à fait. Plusieurs sources insistent là-dessus. Violence verbale, parfois physique, venant des patients, ou même des collègues, c'est plus rare, mais ça arrive. Waouh! Et il y a aussi ce qu'on appelle la détresse morale. C'est c'est savoir ce qu'il faudrait faire pour bien soigner, pour être éthique, mais en être empêché. Par manque de temps, de moyens. Voilà. Par le système, les contraintes. C'est très dur à vivre. On voit aussi le stress lié au changement, comme l'arrivée d'un nouveau logiciel, le dossier patient informatisé. Oui, ça peut être un gros stress, ça. Et un autre point, pas négligeable du tout, le leadership toxique. Un management qui démotive, qui pèse sur les équipes. Et tout ça, sans surprise, ça mène directement à plus de risques d'épuisement, de burn-out, de stress. Les études sont unanimes là-dessus. C'est ça. Les liens sont clairement établis. Et la pandémie, elle a jeté de l'huile sur le feu, quoi. Elle a exacerbé toutes ces tensions qui étaient déjà là. Bien sûr. Mais heureusement, il n'y a pas que du négatif qui ressort, j'espère. Non, heureusement. Les recherches mettent aussi en lumière ce qui fait du bien, ce qui protège. Le soutien, c'est fondamental, vraiment. Le soutien de qui? Des chefs, des collègues? Des deux, et même de l'organisation en général. Sentir que l'hôpital, l'institution, est derrière vous. Le soutien du manager direct, ça revient très souvent comme étant crucial. Et puis, bien sûr, l'entraide entre collègues. L'esprit d'équipe. Exactement. Un climat de sécurité psychologique, où on ose parler des problèmes, où on se sent soutenu par ses pairs. C'est essentiel. Et d'autonomie aussi, j'ai vu ça. Le sentiment d'avoir un peu de contrôle sur son travail. Absolument. Se sentir empowered, comme disent certaines études en anglais. Avoir une marge de manœuvre, pouvoir prendre des décisions dans son champ de compétences. Se sentir efficace aussi, peut-être. Oui, l'auto-efficacité. Croire en ses capacités à faire face aux situations. Ça, c'est un facteur protecteur important. Et la sécurité de l'environnement de travail, bien sûr. D'accord. Donc soutien, autonomie, sécurité? Et j'ajouterai la dimension du sens et de la reconnaissance. C'est hyper important. Trouver de la satisfaction dans le fait d'aider, de soulager, la compassion qu'on offre. Sentir que son travail sert à quelque chose, qu'il a un but. Voilà, percevoir le sens de ce qu'on fait et la reconnaissance. Être reconnu pour ses efforts, pour la qualité de son travail. Ça peut être par les patients, les familles, mais aussi la hiérarchie, les collègues. Et l'alignement avec ses valeurs, j'imagine. Faire un travail qui correspond à ce qu'on croit être juste. Tout à fait. L'éthique professionnelle. Certaines études parlent même de la vocation comme d'une ressource personnelle, un moteur pour traverser les difficultés. Ok, donc on a les fardeaux d'un côté et les ressources de l'autre. Mais c'est là où ça devient vraiment intéressant, non? Ce n'est pas juste une balance simple. Exactement. C'est pas si simple. Les interactions sont complexes. Par exemple, être très engagé dans son travail, ça peut paradoxalement protéger de l'épuisement. Ça agit comme un tampon. Ah oui, comment ça? Si le travail a beaucoup de sens pour vous, même s'il est difficile, vous allez peut-être mieux tenir le coup. La motivation joue aussi un rôle clé. Si vous êtes motivé par intérêt, par passion, Motivation autonome, c'est ça. c'est ça. Plutôt que par la pression ou la peur d'être mal vu, eh ben, la fatigue n'aura pas le même impact sur vous. Intéressant. Et ce sentiment d'avoir du pouvoir d'agir, l'empowerment dont on parlait, il pourrait expliquer pourquoi certaines pratiques de management arrivent à réduire le burn-out. Ça passe par ce sentiment de contrôle et de compétence. Et il y a aussi des effets où les problèmes s'additionnent, voire se multiplient. Oui, une étude a montré un truc assez parlant. Quand on est tout le temps sous pression, à courir après le temps, Ce qui est fréquent, j'imagine. très fréquent, oui. Eh bien, dans ce contexte, la charge émotionnelle, qui est déjà lourde en soi, devient encore plus épuisante. L'un aggrave l'autre. C'est un cercle vicieux. Et puis on n'est pas tous égaux face à ça, j'imagine. Il y a des facteurs individuels. Bien sûr, la résilience personnelle, la capacité à rebondir, ça aide à gérer la détresse morale, par exemple.
Et il y a une étude longitudinale assez fascinante. Qui a suivi des gens sur la durée. Oui, elle a montré que notre manière d'aborder nos buts, est-ce qu'on cherche surtout à réussir et à progresser, ou plutôt à éviter les échecs et les problèmes, ça influence comment l'engagement ou l'épuisement s'accumulent sur le long terme. C'est dynamique tout ça. Passionnant. Alors, si on essaie de synthétiser tout ça, qu'est-ce qu'on retient principalement? Le message qui ressort très fort de toutes ces études, c'est qu'un environnement de travail qui soutient, qui donne une marge de manœuvre et où les exigences, même si elles sont là, restent gérables. C'est juste vital, essentiel. Ce n'est pas qu'une question de volonté individuelle, de gestion du stress personnel. Non, clairement pas. Le bien-être, c'est pas juste une affaire perso. L'environnement professionnel, les conditions de travail, l'organisation, le management, tout ça a un impact absolument déterminant. Ce qui nous amène à une question pour finir peut-être. Si on sait tout ça, si les preuves sont là, sur l'impact de cet environnement, Mhm. quel changement on devrait voir? Je veux dire, au-delà des ateliers de relaxation ou des conseils individuels, quel changement plus profond au niveau du système de santé il faudrait pour vraiment soutenir la profession infirmière sur la durée? C'est la question 1 million, hein. Effectivement, ça pousse à réfléchir aux solutions systémiques. Voilà, on laisse ça en suspens pour la réflexion. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.